Un autre début de semaine qui va passer vite comme l'éclair. Bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Vous êtes à l'écoute, oui, de votre programme préféré thématique qui a fait extrêmement jaser sur notre page Facebook ce soir. On en a fait la promotion et on voit un Christian Page accompagné d'artefacts d'OVNI. Bonsoir, Christian. Bonsoir, Camille. Donc, je suis devant une création artistique. La soucoupe Avro. La soucoupe, l'héritage technologique des extraterrestres, c'est ce dont on va parler ce soir. Oui, absolument. Mais en fait, pourquoi je vais parler de ça? Écoute, il faut quand même que je fasse une mise en place. Bien sûr. L'an dernier, lorsqu'il y a eu le département de la Défense aux États-Unis avait publié un rapport sur la question des ovnis, et la semaine dernière encore, on en a parlé. Le 31 octobre dernier, le département de la Défense a remis son rapport d'investigation. Après une année d'investigation, en fait, il a remis son rapport au Congrès. Lequel rapport, pour l'instant, est toujours entre les mains des responsables du Congrès. On est en train de s'assurer qu'il n'y a aucune information qui touche le secret défense, qui soit des indiscrétions par rapport au secret défense, et ce document doit être rendu public dans les prochains jours. Et à l'époque, lorsque ce document-là est sorti, quand le département de la Défense a annoncé qu'il allait mettre sur pied une organisation pour enquêter sur les ovnis, ça a eu plusieurs noms, groupe de gestion et d'identification des phénomènes aérospatiaux non identifiés au départ. La US Navy avait son propre organisme qui était le UAP Task Force, UAP pour phénomènes aériens non identifiés. On voit qu'on a éclipsé le mot ovni qui a été beaucoup trop stigmatisé au cours des années. Donc maintenant, on préfère utiliser phénomène aérien non identifié. Et puis, il y a quelques mois, on a comme regroupé un peu ces organismes, à la fois celui de la Navy, celui du département de la Défense, sous le nom de All Domain Anomaly Resolution Office, le AARO. Bon, c'est pas très éloquent comme nom, puis c'est pas très sexy. Là, on aimait mieux, Blue Book ou UFO Task Force. Je trouvais ça plus intéressant, mais bon. Faut dire que ces gens-là sont pas excellents dans le domaine des communications publiques, mais bref, ils ont mis au point ce système-là. Et, écoute, je me rappelle que j'ai toujours été très réservé par rapport à ça, parce que c'est pas la première fois qu'on enquête sur les ovnis. Et puis là, je te donne mon opinion, ça n'engage que moi. Les gens qui nous écoutent, vous êtes à Radio X, faites-vous votre propre opinion. Et voilà. Mais quand tout ça est sorti, on est sorti, puis je vais pas revenir parce que j'ai l'impression toujours de me répéter, mais cette histoire-là a commencé réellement, ce regain d'intérêt pour la question des ovnis a commencé en 2017 par une indiscrétion du New York Times qui a rendu public des informations, et notamment 3 vidéos où on voyait des objets qui avaient été captés apparemment par des pilotes lors d'opérations militaires. Puis on entendait les pilotes qui étaient très impressionnés. Puis, donc à partir de là, ça a fait boule de neige. Et moi, et là, faut pas se le cacher, là, ça fait 5 ans que les amateurs d'OVNI surfent sur cette vague, mais qui a absolument rien. Je veux dire, on est 5 ans plus tard, puis on a tous nos 3 vieilles vidéos, puis dont on entend d'ailleurs dans l'environnement musical au début de Radio X-Files, on entend l'un de ces pilotes qui dit « Oh, cet objet vole à contre-vent », puis etc. Donc c'est un des extraits de ces trucs-là, mais ça fait déjà... On oublie que ça fait déjà 5 ans de ça, que cette indiscrétion-là a été faite. On oublie aussi que les événements dont il est question ici, ce sont des événements principalement qui se sont produits dans un premier temps en 2004, donc il y a 18 ans maintenant, et les autres en 2015, donc ça fait quand même 7 ans de ça. Mais bref, tout ça a suscité énormément d'intérêt. Le Congrès s'est mêlé là-dedans. On va avoir de la question sur les ovnis. Et là, on nous présente ça comme si c'était une nouveauté. On nous dit, ah oui, des pilotes témoignent, des pilotes disent avoir vu des ovnis. Mais les pages du projet Blue Book, qui a enquêté sur la question des ovnis aux États-Unis de 1947 à 1969, en changeant de nom, je l'ai déjà évoqué. Au départ, ça s'appelait le projet Sign, c'est devenu le projet Grudge, et enfin, c'est devenu le projet Blue Book. Et durant toute cette période, ils ont enquêté. Leurs conclusions ont été rendues publiques au début de 1970. Et dans ces conclusions, c'était, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'ovnis, et sur ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées. Non identifiées pour une foule de raisons. Parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations ou parce que le phénomène décrit était trop exotique pour pouvoir trouver une explication. Néanmoins,
on oublie que dans ces 12 618 observations d'OVNI, il y en a plein là-dedans que c'était des pilotes, soit des pilotes militaires ou des pilotes civils. Il y avait eu également dans ces cas-là, dans certains cas, il y avait eu des détections radar. Il y a même des pilotes qui avaient filmé. Hein. À l'époque, on appelait ça des gun cam. Hein. C'est un gun pour le pistolet. C'est un peu comme ça remplaçait la mitrailleuse qui était devant certains chasseurs. On avait des caméras ce sont des appareils qui étaient souvent utilisés pour faire de l'espionnage. Et dans certains cas, même, on avait filmé de certains de ces objets. C'est un peu tombé dans l'oubli. Et là, quand arrive cette indiscrétion de 2017, on a l'impression, à écouter les amateurs d'OVNI parler, que c'est tout nouveau. C'est la première fois que des pilotes témoignent. C'est la première fois qu'on voit des OVNI. C'est la première fois qu'on dit que les OVNI sont inexpliqués. Et ça, les ufologues aiment beaucoup surfer sur cette notion-là que l'armée a toujours nié l'existence des OVNI, alors que c'est faux. Hein. Comme je l'ai mentionné, en 70, quand ils ont publié leurs conclusions, c'était on a 701 cas non identifiés. Fait que si c'est pas reconnaître noir sur blanc qu'il y a des cas non identifiés, je sais pas ce qu'il leur faut, tu sais. C'est la réponse absolue, mais on l'a pas. Voilà, c'est ça, c'est bon, on l'a pas. Et moi, je me rappelle quand tout ça est sorti, puis en particulier l'an dernier, lorsqu'il y a eu cette histoire, parce que là, le Congrès s'est mêlé là-dedans, en forçant, parce que il faut savoir qu'aux États-Unis, je sais que je me répète, là, mais parce que je me dis, peut-être que les gens étaient pas là la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, mais il faut savoir que aux États-Unis, la façon dont ça fonctionne, le budget annuel du département de la Défense, il est fonction de l'aval du Congrès. Donc, c'est le Congrès qui dit oui, on est d'accord pour donner ces fonds au département de la Défense, et le Congrès a également un pouvoir de proposition, c'est-à-dire que c'est jamais une obligation. C'est un peu comme si on te suggère au moment de prendre tu sais, si tu prends une bretelle pour embarquer sur l'autoroute, puis tu vois un panneau, puis c'est marqué 50 km, là. Si tu roules à 60, t'auras pas un ticket. Mais un peu comme les recommandations de la santé publique aussi. Voilà. On te recommande de diminuer ta vitesse à 50 km/h pour prendre ce virage-là. Si tu veux le prendre à 70, puis si tu te retrouves dans le champ, c'est ton problème, tu sais. C'est une suggestion. Donc, le Congrès a un pouvoir de suggestion, comme ça, sur le budget de la Défense. Et l'an dernier, donc, avec tout cet intérêt pour la question des OVNI, en fait, je dis l'an dernier, c'est pas vrai, c'était en décembre 2020, le Congrès a dit au département de la Défense, c'est bien, on a voté pour un budget de 700 milliards de dollars. À chaque fois, je fais le saut. Pas 700 milliards, excuse-moi, je me suis trompé. 800 milliards. Donc, c'était de 800 milliards. Le budget d'avant était de 750 milliards. Là, c'était 800 milliards. Et le département de la Défense, donc, a reçu cette recommandation du Congrès qui disait, on accorde, bien sûr, ces montants-là, c'est nécessaire, mais on aimerait que le département de la Défense consacre une partie de son budget à une étude rigoureuse de cette question des OVNI, dont la presse parle beaucoup. Puis tu comprends aussi que le Congrès essaie de répondre à une demande du public. Et on le voit dans les médias américains, journaux, télévision, médias électroniques. On voit cet intérêt du public pour cette question des OVNI. Certains y croient, d'autres non, mais tous aimeraient avoir une réponse. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce que c'est? Donc, le département de la Défense, c'est là que je dirais que le brouhaha a commencé. Donc, à partir de là, le département de la Défense a dit, OK, ils avaient 6 mois pour remettre un document qui était une évaluation de la situation. C'est un document, donc, qui a été publié en juin 2021. Et dans ce document, le département disait un peu quelle était sa position et quelles seraient les mesures qu'elle allait entreprendre. Et on avait demandé à ce qu'un an plus tard, grosso modo, un an plus tard, on donne un premier projet, une première année d'investigation. Et cette date d'échéance arrivait le 31 octobre dernier. Moi, je me rappelle dans tout ce débat-là, à l'époque, j'en avais parlé avec Yannick Marceau. Encore cette semaine, je crois que c'était samedi ou dimanche, il y avait un article, je ne sais pas s'il a été reproduit dans le Journal de Québec, mais il y avait un article dans le Journal de Montréal où on parlait de cette histoire-là et on me citait de long en large là, sur mon opinion par rapport à ça. Puis mon opinion, toujours le même, c'était de dire, je pense qu'on fait une grosse tempête dans un verre d'eau. Les gens vont être bien déçus. Et je me rappelle
L'an dernier, quand j'ai fait ce commentaire-là avec Marceau, des gens m'ont écrit, les supporters des ovnis puis des extraterrestres, puis ils me disaient, Christian Page, vous allez ravaler vos insultes, puis vous allez décrocher, puis là j'utilise des termes qui étaient, disons que les termes étaient beaucoup plus crus que ça, Vous allez tomber en bas de votre chaise, vous allez voir, puis là on me traitait de tous les épithètes que tu peux imaginer. Alors que la révélation, c'est une opinion, là. Voilà. Et la révélation, est pour demain. Vous allez voir avec le Congrès, la révélation est pour demain. Vous allez manger vos bas, vous allez devoir vous excuser, puis vous êtes un idiot, un imbécile, un ignorant, puis ça dérape, tout ce qu'on pouvait. Oui. Ouais, t'sais. Et je continuais de maintenir, vous allez être déçus, la révélation, là, si c'est ce que vous attendez. Ben écoute, le document n'est pas encore publié, mais j'ai parlé cette semaine, en fait, j'ai parlé ce week-end avec des gens qui l'ont eu entre les mains, qui l'ont lu. Et je pense que je ravalerai pas mes bas. Et je pense que ceux qui s'attendaient à la grande révélation vont être très déçus. On va attendre encore. On va attendre. Le rapport sort les prochains jours. Donc, j'imagine que cette semaine, à peu près, il devrait être rendu public. Donc, à partir de là, je pourrai, disons, commenter davantage ce qui est rapporté dans le document. Mais je peux déjà le préparez-vous. Là. Si vous êtes à la maison, vous êtes convaincu que ce document-là va vous révéler que les extraterrestres nous rendent visite. Pouette. Donc, étant ce sujet-là, la question des ovnis, en fait, ce que je peux déjà te dire, c'est que ce document établit de manière à peu près définitive qu'il n'y a pas d'extraterrestres et que les ovnis sont essentiellement des phénomènes ou bien qu'on n'a pas réussi à identifier parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations, un point à la ligne, ou bien ce sont des appareils, des mécanismes d'espionnage ou des avions secrets utilisés par des forces étrangères. Point barre. Pas d'extraterrestres, pas de phénomènes exotiques, rien de ça. Et les pilotes qui ont vu ces objets-là, dont on a beaucoup parlé dans la presse, ils ont simplement été dupés par leur sens. Voilà. En gros, je vais attendre pour mieux te commenter le document, mais déjà, là, t'as les grandes lignes. Donc, d'ici là, ce soir, t'as publié, là, on appelle ça comment? C'est pas une soucoupe, donc c'est une cymbale, vinyle, un frisbee que t'as mis sur Facebook. C'est quoi que t'as mis sur Facebook? Fait que là, donc, c'est ça. Donc, et ça m'a incité à dire, ce que le rapport qui a été remis au Congrès va révéler dans les prochains jours, c'est encore une fois que le phénomène des ovnis flirte beaucoup avec la technologie. Et cette technologie, c'est de la technologie de pointe, une technologie militaire. Donc, le phénomène des ovnis, il est confondu avec de la technologie militaire, où on utilise de la technologie militaire pour créer des ovnis, ou encore que les ovnis servent de paravent à une technologie militaire. Donc, grosso modo, on voit que les militaires ou l'appareillage, l'arsenal militaire et les ovnis ça a toujours été une relation amour et haine, mais on ne peut pas les détacher l'un de l'autre. Et ça m'a amené à notre sujet de ce soir. Il y a dans la culture ufologique, bien sûr, cette relation entre les ovnis et le militaire. Qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce que l'on fait? Comment on l'utilise? Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Mais certains vont même plus loin. Certains prétendent que dans l'arsenal militaire, il y aurait des développements technologiques qui découleraient d'une technologie extraterrestre, qu'on aurait récupéré des ovnis, puis on aurait appliqué ça à la technologie terrestre. On va en reparler de ça. Alors, pour se mettre, et c'est pas nouveau, cette relation-là ou cette idée-là que des technologies extraterrestres ont été récupérées. Beaucoup de gens, j'imagine que les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à la question des ovnis, ont en tête, par exemple, Robert Lazar, avec des déclarations qu'il a fait à la fin des années 80, où on pense encore à un ouvrage le plus récent publié au milieu des années 90 par un colonel Corso, qui a parlé effectivement d'une récupération de technologies extraterrestres, ou encore du côté de la France. On a un physicien qui a travaillé longtemps au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS aux États-Unis, en France, qui est un physicien de haut niveau, Jean-Pierre Petit,
qui s'est un peu discrédité, il faut l'avouer, au cours des dernières années, parce qu'il a pris position par rapport à la question des ovnis. Bon, jusque-là, c'est pas mal. Bon, en France, puis je l'ai souvent mentionné, en France, ils ont déjà un organisme étatique qui s'intéresse à la question des ovnis, qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été créé à la fin des années 70 sous le nom originalement de GEPAN, groupe d'enquête sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. On n'avait pas encore le mandat d'information, d'où l'ajout de cette lettre I dans le nom, parce que maintenant, grâce à l'Internet, tout ça, tous les dossiers du GEPAN sont mis sur le site de l'organisme et les gens peuvent les consulter. Et donc, c'est un organisme étatique. Ici, on est réellement là, dans le milieu du gouvernement. Le GEPAN est une organisation tentaculaire du Centre national de l'espace, un peu la NASA française, le CNES, le Centre national des études spatiales. Donc, le GEPAN est un organisme tentaculaire de ça. Il est composé d'enquêteurs, 2 enquêteurs, en fait, un ingénieur en aéronautique pour colliger les informations. Donc, Jean-Pierre Petit, donc on voit qu'on a une ouverture, même au niveau étatique, on a une ouverture en France sur la position des ovnis. Même le gouvernement prend position puisqu'il a créé un organisme pour colliger de la documentation sur les ovnis et les observations. Donc, le fait que Jean-Pierre Petit, un physicien qui travaillait dans les milieux scientifiques, des groupements, des organismes sous-traitants ou traitant directement avec le gouvernement français pour le développement et la recherche scientifique, donc que Jean-Pierre Petit a annoncé publiquement qu'il s'intéressait à la question des ovnis et qu'il écrive des livres sur le sujet, ça posait pas problème. Mais c'est vrai que dans les années 90, il a flirté avec un truc qui est un peu sulfureux. Il y a une histoire célèbre dans le domaine des ovnis, principalement du côté européen, qu'on appelle l'affaire Humo. Tout ça a commencé dans les années 60. Des gens ont commencé à recevoir des lettres dactylographiées, pour la plupart en espagnol, et ces lettres l'auteur de ces lettres se présentait comme un employé ou en fait un sous-traitant d'un groupe d'extraterrestres qui vivait sur Terre. Et donc, les extraterrestres l'avaient engagé, lui, pour taper des lettres. Donc, lui, n'était finalement il n'avait qu'un rôle de secrétaire pour ces extraterrestres. Et ces extraterrestres s'appelaient les Humites. Ils venaient de la planète Humo. Donc, ils ont commencé à envoyer des lettres. Certains, évidemment, très rapidement, dans les milieux ufologiques, on a considéré ça comme un canular, tu vois. Des lettres qui se mettent à circuler, tapées en espagnol par des extraterrestres qui disent qu'ils vivent sur Terre, qu'ils vivent parmi nous. C'est un petit peu aberrant, puis à la rigueur, presque loufoque. Mais Jean-Pierre Petit a plongé là-dedans à pieds joints. Il s'est mis à être le défenseur des Humites. Et là, à prétendre que dans ces lettres, il y avait du contenu scientifique, puis ça ne pouvait pas être un canular. Des messages codés. Il y avait, des trucs. Non, c'était surtout, je dirais, l'aspect exotique de ces lettres. Okay. Jean-Pierre Petit disait, on trouve là-dedans de l'information qui est visiblement de l'information de haut niveau. C'est certainement pas. Puis il faut dire que le phénomène, le canular en question, a perduré pendant 30 ans. Donc on se disait, Jean-Pierre Petit disait, un fumiste qui fait des lettres comme ça pendant 30 ans, des lettres qui sont envoyées souvent d'un peu partout à travers le monde. Des fois, on avait des cachets. Principalement, les lettres étaient postées depuis l'Espagne, mais c'est vrai que certaines de ces lettres avaient un cachet, par exemple, de la poste française ou de la poste du Brésil ou de la poste des États-Unis. Donc, on avait l'impression que les Humites étaient partout. Ils envoyaient des lettres de partout et ils adressaient leurs lettres à des petites communautés, dans certains cas, des petites communautés d'ufologues ou d'amateurs d'ovnis, mais aussi à des scientifiques de haut renom. Donc, Jean-Pierre Petit, qui a été d'ailleurs l'un des destinataires de ces lettres, qui a reçu une lettre humide, disait, c'est trop complexe pour imaginer un canular, donc forcément, ça doit être vrai. Alors que tout le monde dans le milieu des ovnis appelait Jean-Pierre Petit à la prudence en lui disant, tu sais que si tu fais un peu de recherche, d'ailleurs Petit est peut-être un grand scientifique, mais très certainement un très mauvais enquêteur. Parce que ses livres sont bourrés d'erreurs. Par exemple, je te donne simplement cet exemple-ci. Il dit, dans une lettre humide de 1962, les extraterrestres les Humites parlent des univers gémellaires, donc une espèce d'univers inversé avec de l'antimatière et la matière. Et là, Jean-Pierre Petit dit,
Cette information-là, on la trouve dans une lettre des Humites en 1962. Or, cette idée, dans les milieux scientifiques, cette idée que l'univers pourrait être composé d'antimatière et pourrait avoir donc un pendant, mais du côté de l'antimatière, c'est une idée qui a germé dans les milieux scientifiques de l'astronomie et de l'astrophysique, qu'à partir du milieu des années 60, aux alentours de 1965-1966. L'un des tout premiers à proposer cette idée-là était un scientifique russe qui était en résidence surveillée, qui s'appelle Andreï Sakharov. Alors là, Jean-Pierre Petit dit comment des idées qui ne seront développées que des années plus tard par Andreï Sakharov peuvent-elles se retrouver dans des lettres tapées par de soi-disant extraterrestres en 1962. Donc forcément, ces extraterrestres doivent avoir une connaissance extraordinaire du milieu de la physique et de la science. Mais si Jean-Pierre Petit avait été plus prudent, s'il avait été un meilleur enquêteur et moins de grande gueule, comme c'est souvent le cas, ben, il aurait vite découvert que cette information à propos des univers gémellaires, si c'est vrai qu'on le retrouve dans les lettres Humites, ce n'est pas en 1962. D'ailleurs, les Humites n'ont pas commencé à envoyer des lettres en 1962, mais quelques années plus tard, aux alentours de 1966-1967. Donc déjà Petit dans le champ quand il parle de ça. Mais il faut savoir également que le contenu scientifique des lettres Humites est arrivé beaucoup plus tardivement, en fin des années 60, début des années 70. Au début, les Humites ne parlaient que de leur chez eux. C'est chez nous, on vit jusqu'à 200 ans, on a des maisons avec des doubles entretoits, puis quand tu lisais les lettres, tu voyais que les Humites avaient des petites tendances communistes, là, bon, puis que les Humites disaient on aime beaucoup l'Union soviétique, on aime beaucoup les présidents, les directeurs soviétiques, hein, les premiers secrétaires du Parti communiste. On avait de l'admiration pour Khrouchtchev, on avait de l'admiration pour Staline et tout le reste, puis on détestait les Américains. C'est ce qu'on retrouvait grosso modo. Il était bien informé, hein? Ouais, mais quand tu regardes ces lettres-là, hein, c'est ça, tu te dis, le contenu scientifique, c'est vrai qu'à un moment donné, les Humites ont pris une tangente scientifique, ils se sont mis à mettre de l'information scientifique. Mais pense-y, Christian, là, on n'a aucune trace des extraterrestres, mais eux ont trouvé la Russie, par exemple. Ouais, c'est ça. Donc, ils envoyaient des lettres, tu vois, et le contenu scientifique arrive plus tardivement. Donc, les lettres où on parle de l'univers gémellaire n'apparaît en réalité non pas en 62, comme le disait Jean-Pierre Petit, mais il apparaît aux alentours de 1971-1972, c'est-à-dire donc des années après que Sakharov ait publié ses théories et que ce sujet-là soit déjà discuté dans le milieu de la littérature scientifique. Tu sais. Donc, Petit s'est commis là-dedans et faut pas se le cacher, il est rapidement devenu sulfureux. Dans les milieux scientifiques en France, on disait ouais, Jean-Pierre Petit, tant qu'il s'intéressait aux ovnis, c'était une chose, mais quand il s'est mis à défendre ouvertement les Humites, là, il s'est commis de manière épouvantable. Okay. Et écoute, je te le dis comme ça, c'est une opinion qui est purement personnelle. Moi, je l'ai rencontré souvent, Petit. J'ai même fait dans ma série Enquête sur les ovnis, j'ai fait plusieurs entrevues avec Jean-Pierre Petit. C'est un individu qui est très narcissique, très grande gueule, il refuse toute critique. Donc, c'est un individu qui est difficile, qui est d'un caractère difficile. Et bien sûr, ça l'a pas mis dans les bonnes grâces de ses collègues. Fait qu'éventuellement, donc Jean-Pierre Petit a été mis un peu au rang. Devenu un peu persona non grata dans le milieu scientifique français. Mais bref, je t'ai parlé de ces gens là qui ont Robert Lazare, fin des années 80, qui parle qu'on aurait récupéré de la technologie extraterrestre. On va revenir sur ce sujet-là dans l'émission. Il y a aussi ce colonel Corso qui a écrit un ouvrage qui s'intitule Au lendemain de Roswell, dans lequel il parle aussi de cette récupération de technologie extraterrestre. Et Jean-Pierre Petit a publié dans les années 90 aussi un ouvrage qui s'intitulait Armes militaires et ovnis. Et je me rappelle un souper que j'ai eu avec Jean-Pierre Petit où on était à la même table. On était à Paris à ce moment-là et il me racontait qu'il y avait eu des contacts aux États-Unis puis des militaires. Mais c'est tout le temps un peu la même chose. C'est le militaire que je peux pas te nommer, qui travaille d'une base que je peux pas te nommer, qui connaît un gars que je peux pas te nommer. C'est ça. Finalement, le frère du frère qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, là. Et là, il me dit, lui, là, il m'a confié que les militaires avaient développé des armes ou des technologies extraordinaires d'origine extraterrestre qu'ils ont récupérées. Donc, tout ça pour te dire que l'univers des ovnis et le milieu militaire
à différents niveaux, que ce soit sur la rumeur d'une récupération d'une technologie extraterrestre, ou ne serait-ce que l'utilisation par les militaires des extraterrestres pour dissimuler des programmes secrets. Les ovnis et les militaires, c'est quand même une relation amour et haine, et c'est de ça que j'aimerais te parler. Mais là, je te parle déjà depuis 30 minutes quasiment, donc c'est de ça que je veux te parler. Et pour se mettre, et là, les gens ont l'impression que c'est assez nouveau, hein, parce qu'on se dit, c'est nouveau, fin des années 80, les années 90, 2000, mais c'est pas, en fait, c'est une rumeur qui circule depuis très longtemps. Déjà, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la question des ovnis, c'était au milieu des années 70, et on parlait déjà de ces éléments-là, de cette rumeur, que peut-être certains équipements militaires ou certaines armes qu'on retrouvait dans l'arsenal militaire avaient peut-être été inspirées par une technologie extraterrestre. Et à preuve, je t'ai envoyé une bande-annonce d'un film qui est sorti en 1980, donc bien avant Jean-Pierre Petit, bien avant le livre de Corso, bien avant les révélations soi-disant de Bob Lazar. On avait déjà cette idée-là. Donc on écoute cette bande-annonce, 1980, un film mettant en vedette Robert Vaughn, entre autres, et qui s'intitulait Hangar 18. Pour s'embarquer dans le vif du sujet par la suite. On se met dans le bain. Parfait. How did the United States develop the technology to pull ahead of the Russians in the space race? Many believe that a sophisticated guidance system was salvaged from a crashed UFO. Now, for the first time, a motion picture tells the story of these incredible events. It started with an accident in space. And it led to the crash of a large metallic disc in the Arizona desert. Military authorities immediately sealed off the area. We think it was a controlled landing. Give me a pass-through to General Morrison. You mean someone brought it in? Just lights. No visible sign of life. Not outside. And that someone is still in there. Is the government concealing information it considers too startling to reveal? Well, we're not going to go running around yelling flying saucer. We don't finish what we started. It's all over for the president. Keep the lid on Hangar 18. Why have the facts been kept hidden from the American public? What is it our government doesn't want us to know? This new motion picture reveals the startling proof that the government actually has the wreckage of a flying saucer and the bodies of alien astronauts. You will learn the incredible story of the most startling government cover-up ever conceived. See the story of the UFO cover-up, Hangar 18. De UFO cover-up. Déjà, à ce moment-là, on disait que le gouvernement vous cache quelque chose. Écoute, moi, là, quand j'ai commencé dans ce milieu-là, en 1976, je côtoie, là, je découvre cet univers-là des ovnis, je commence à côtoyer des ufologues, et ce qu'on me dit à ce moment-là, c'est la révélation est pour bientôt. Tu sais, le gouvernement nous cache la vérité, là, puis la révélation est pour bientôt, là. Attache ta tuque avec de la broche, là, ça s'en vient, là. Et là, on est en 1976, puis là, on est en 2022, puis la révélation est toujours pas arrivée. Tu dis, mon Dieu, c'est quoi votre imminence, là? Tu sais, on dit, c'est imminent, ça. Ben là, faut croire qu'on n'a pas la même définition de ce qui est imminent ou pas. L'agenda dans ce monde-là change souvent. Ah non, finalement, c'est pas cette date-là, là, ça va être dans 3 semaines, samedi à 21h02. Tu te dis, OK, on va finalement, attendre. Quand ça arrive pas, c'est parce qu'ils ont été retardés pour autre chose. Hein. On trouve tout le temps le moyen de repousser en avant. T'as raison. Regardons d'abord dans cette relation ovni militaire. Regardons d'abord le plus fantaisiste. Le plus fantaisiste, c'est de se dire que les militaires utilisent de la technologie extraterrestre qu'ils ont appliquée à des éléments de leur arsenal et que tout ça est pratiquement sous notre nez ou sous nos yeux. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a eu, il y a Robert Lazar, Bob Lazar, en 1989, qui a commencé à raconter ça. Il y a le colonel Corso qui a publié un ouvrage au lendemain de Roswell, ouvrage qui a été publié dans sa version originale anglaise en 1994, traduit en français en 2017. Et puis, Jean-Pierre Petit, OVNI et armes secrètes américaines. Tantôt, je t'ai mentionné 1994. En fait, c'est 2014. C'est plus récent que je pensais.
Donc voilà que ce sont des ouvrages où les auteurs, parce que Robert Lazar raconte ce truc-là, mais il a publié également en 2019 un ouvrage qui s'appelle Dreamland, dans lequel il reprend tout ce discours-là. Donc tous ces personnages ont tous à peu près le même discours. C'est l'armée américaine a récupéré, c'est toujours les Américains bien sûr, quand les ovnis s'écrasent, ils ne s'écrasent qu'aux États-Unis. Ils s'écrasent pas en France, ils s'écrasent pas au Mexique, ils s'écrasent pas au Tibet, non, ils s'écrasent aux États-Unis. Donc tous les ovnis qui s'écrasent aux États-Unis, puis ça tombe tout le temps dans le cours de l'armée. Ça tombe jamais au milieu d'une rue, là, au milieu de Cincinnati devant tout le monde. Ben non. Faut que ça tombe dans un endroit reculé, au fin fond de l'Ohio, où l'armée peut rapidement mettre un cordon autour de la zone puis récupérer la machine. Quoi qu'il en soit, cette technologie-là, si on regarde par exemple, prenons le plus populaire d'entre eux, Robert Lazar. Donc Robert Lazar, 1989, fait une révélation. Il dit, il est connu de personne. Il sort de l'ombre. Au départ, il va donner une entrevue à la télévision de Las Vegas. Il se fait simplement appeler Dennis. Il est filmé en ombre chinoise, à contre-jour plutôt. Donc on voit pas son visage, on voit simplement sa silhouette. Et en bas de l'écran, c'est simplement marqué Dennis. Okay. Et là, il raconte, ce Dennis dit, je suis physicien. Et pendant quelques mois, j'ai travaillé sur une base militaire au milieu du désert du Nevada. Une base militaire qui est connue sous le nom de Zone 51. Et il dit, pendant les quelques mois où j'étais là, en fait, je ne travaillais pas directement dans le complexe de la Zone 51, la base elle-même, mais il dit juste à côté, à quelques kilomètres, à 2 ou 3 kilomètres, de l'autre côté de la montagne, en fait, ça s'appelle Papoose Mountain, il dit juste de l'autre côté, il y a un autre complexe souterrain qu'on ne peut pas voir, qui est lié à la Zone 51. C'est une dépendance, un annexe de la Zone 51, une zone qu'on appelle S4. Et il dit, dans cette zone S4, il y a des soucoupes volantes extraterrestres récupérées par l'armée américaine. Et moi, mon travail était de démonter, de faire ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie. Donc, déconstruire un peu ces machines, voir comment elles fonctionnent, pour pouvoir les appliquer sur la technologie humaine. Donc, il fait cette déclaration simplement au départ sous le nom de Dennis, mais son histoire, évidemment, suscite énormément d'intérêt et rapidement, Bob Lazar sort de l'ombre. Il n'est plus Dennis, il révèle sa véritable identité. Il s'appelle Robert Lazar et là, il témoigne à visage découvert. Le problème de Robert Lazar, donc là, il parle de son histoire de soucoupe volante. On aurait récupéré cette technologie et on l'appliquerait sur de l'arsenal. Bon, regardons simplement la conséquence. On va regarder ensuite le bonhomme. Mais la conséquence, c'est on se dit, s'il a fait cette révélation en 1989, on devrait voir aujourd'hui, là, on est quand même 30 ans plus tard, on devrait voir des avions, on devrait voir l'application de ces technologies extraterrestres. Mais on la voit pas. Tu regardes les avions américains, là, les F-35, sont performants comme les avions russes, sont performants comme les avions britanniques. Tu comprends? Il n'y a pas un saut de technologie. C'est-à-dire les avions américains qui sont construits, ils sont pas construits avec une technologie 30 ans en avance sur ceux des soviétiques, des Russes, ou ceux des Anglais, là. C'est la même technologie, c'est rien qu'ils ont mis plus de moyens, puis les appareils coûtent plus cher. C'est comme Christian, avec un vieux cliché des années 80, nos voitures, me semble, voleraient. Oui, c'est ça. Si on avait trouvé de la technologie hyper avancée, il me semble que technologiquement parlant, ça serait encore plus rapide. Voilà. Si Lazar disait vrai, les appareils américains, l'arsenal américain devrait être des générations en avance sur leurs ennemis. Or, c'est pas le cas. Tu dis non, ils mettent plus de sous, ils ont des budgets énormes, ils ont des centres de développement dans lesquels ils investissent beaucoup, mais somme toute, il n'y a pas un saut technologique. Tu vois, tu peux dire oui, les avions américains sont un peu plus sophistiqués, sont un peu plus performants, mais la comparaison n'est pas aussi extraordinaire. On n'est pas comme comparer si tu regardes du côté des Britanniques ou du côté des Russes, tu comparerais pas, par exemple, un vélo tu comprends, à une fusée, là, ou à la navette spatiale. Là, tu dirais, c'est sûr qu'il y a un gap technologique qui a été franchi, mais c'est pas le cas. On est toujours avec des avions, avec des ailes, puis les ailes sont à géométrie variable, avec des réacteurs qui consomment du carburant, du kérosène. Tu dis,
c'est assez pareil. Tu sais, c'est plus performant parce que tu as mis plus d'argent. C'est un peu comme si tu mets plus de sous, tu peux t'acheter une Kia, mais si tu mets plus de sous, ben tu peux t'acheter une Tesla, tu sais. Mais somme toute, c'est des voitures avec 4 roues pareilles, tu sais, c'est pareil, tu sais, ou ben là j'ai nommé une Kia, mais tu pourrais prendre une Bolt comparée à une Tesla. Les deux sont électriques, les deux ont 4 roues et un volant, mais on n'est pas dans la même gamme, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. Il y a pas ce saut-là n'a pas été fait. Ensuite de ça, Robert Lazar, lui, il parle de, lorsqu'il travaillait à la base de la zone 51, il dit, ces soucoupes étaient propulsées par un élément qu'on appelait l'élément 115. C'est assez curieux parce que beaucoup d'amateurs d'OVNI vont capitaliser là-dessus, parce qu'à l'époque, lorsque Lazar dit l'élément 115, ben, dans le tableau de Mendeleïev, le tableau périodique des éléments atomiques, l'élément 115 n'existait pas à l'époque où Lazar a dit ça. On était à l'élément 112. Alors là, des gens, et depuis, maintenant, on est rendu à l'élément 119. Donc, à l'époque où Lazar parle de l'élément 115, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, ben, le développement de la technologie, le grand collisionneur d'hadrons a permis de produire des substances ou des matières qui ont duré une fraction de seconde. Là, lorsque deux atomes se sont frappés ensemble, pendant une fraction de seconde, ils ont formé un amalgame, mais qui n'a pas duré parce qu'il était trop instable. Donc, on a créé de nouvelles structures, mais qui étaient trop instables pour exister. Et parmi ces structures impossibles à exister, il y a eu cet élément 115, qu'on appelle l'unstanium. Alors là, les gens se sont dit, si Lazar a parlé de l'élément 115 en 1989, qui n'existait pas et aujourd'hui il existe, ça doit être la preuve que Lazar avait raison. Pas du tout. Mais pas du tout. Au milieu des années 80, là, si on lisait des périodiques scientifiques de physique, là, tous les scientifiques disaient, à partir du moment où on va pouvoir faire des accélérateurs de particules et des collisionneurs, comme le collisionneur de hadrons, c'est certain que le fait que des particules vont se frapper ensemble va amener à créer de nouvelles structures, de nouvelles matières, mais qui va être très instable. Et déjà là, on parlait de l'instabilité des éléments qui pourraient être l'élément 114, 115, 116, 117. Donc, Lazar a simplement pu puiser dans ce qui se disait dans la littérature. Et la description que lui faisait de l'élément 115 prouve son ignorance absolue. Il parlait que c'était comme une petite poudre. Il disait, j'ai utilisé ça. C'était comme des petites poudres. Pas du tout. La description que Lazar fait de l'élément 115, là, ça n'a rien à voir avec la réalité de l'élément 115. L'élément 115, c'est effectivement une structure, mais d'une instabilité. Tu peux pas la contrôler. À partir du moment où tu fais collisionner entre eux des atomes, les électrons, les protons vont se mêler, créer pendant 1 milliardième de seconde une nouvelle structure, mais elle va éclater, elle ne dure pas. Donc, quand Lazar nous parlait de cette petite poudre dans le fond de la main, là, c'est d'un ridicule presque aberrant. Et là, je ne te parle que de ça. Si on regarde le bonhomme en lui-même, Lazar dit, pour crédibiliser son discours, il disait, j'ai été engagé comme ingénieur pour travailler sur ces histoires de soucoupes. Alors, qui es-tu, Robert Lazar? Je suis diplômé à la fois de la Caltech, la Californian Institute of Technology, l'une des plus prestigieuses institutions de recherche dans le domaine des technologies, et je suis double diplômé de la Caltech et du MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Donc là, tu dis, écoute, tu peux pas aller plus haut que ça. Là, plus haut que ça, tu viens de Mars, t'sais. Donc là, je suis double diplômé de ces structures-là, je suis un ingénieur de haut niveau. Mais quand on a commencé à fouiller, on s'est aperçu qu'il n'a jamais dépassé le niveau secondaire. Il n'a jamais été à la Caltech, il n'a jamais été au MIT. D'ailleurs, aux États-Unis, dans le système éducatif, tu ne peux pas avoir un diplôme du MIT et un diplôme de la Caltech. C'est impossible. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, Lazar, visiblement, n'était pas au courant de ça. Il n'a jamais été membre d'aucune association d'ingénieurs, aucunement membre d'aucune association de physiciens ou de quoi que ce soit. Bref, Bob Lazar est un menteur pathologique. Et le moyen, lorsqu'il était confronté à ces mensonges, lorsque des gens ont commencé à enquêter sur Lazar pour découvrir que ça, c'était un paquet de mensonges, Lazar a commencé à dire, c'est parce que le gouvernement essaie de m'effacer. Il a effacé mon inscription au MIT, il a effacé mon inscription. C'est beau, ça, mais il n'a sûrement pas effacé ta photo dans les livres de graduation. Tu sais, je vois mal des gens du FBI ou de la CIA rentrer tous les soirs chez les anciens étudiants pour voler le livre de graduation pour aller effacer la photo de Bob Lazar dans les livres de graduation. C'est plus facile de falsifier un CV que... Ouais, c'est ça. Et Bob Lazar,
on oublie qu'à travers ça, Bob Lazar a aussi des pertes de mémoire. Il y a de l'Alzheimer qui est particulièrement utile lorsqu'on le questionne. C'est parce que si toi, je te pose la question, écoute Camille, quand tu étais au secondaire, quand tu étais au cégep, tu peux sûrement me nommer des professeurs, tu es capable de me nommer à quoi ressemblait la cafétéria, lui, à zéro. Il est pas capable de dire qui était avec lui à l'école, qui était le nom de ses professeurs. La seule fois que coincé un peu, tu sais, à un moment donné, un journaliste qui s'est attaché à ça, puis dit oui, mais on veut plus. Puis là, Lazare dit je pense que le docteur machin truc à la Caltech qui pourrait se rappeler de moi. On a fait une vérification. Ce professeur-là, ce professeur-là existe. Il a jamais enseigné à la Caltech, mais il enseignait à l'école secondaire où Bob Lazar est allé. Tu sais. Donc c'est un menteur pathologique, puis il faut vraiment être d'une naïveté incroyable pour ravaler sa couleuvre. Mais bon, et ce qu'il prétend sur la récupération de la technologie extraterrestre est tout à fait fantaisiste. Mais il n'est pas le seul. Il y a, en 1994, comme je l'ai mentionné, publié en français en 2017, traduit en français en 2017, le livre de Philippe J. Corso, qui s'intitule « Au lendemain de Roswell ». Tu dis, ça doit être sérieux, c'est un ancien colonel de l'armée, mais encore là, tout ce qu'il raconte, en fait, d'ailleurs, cet ouvrage-là a été dénoncé par les propres, parce que au départ, dans le livre de Corso, il y a l'introduction est écrite par un ancien colonel de l'armée qui a côtoyé Corso. Ce colonel-là a révélé par la suite qu'avoir su que c'était un ouvrage sur les extraterrestres, évidemment, il aurait jamais fait ça. Il raconte le contexte. Corso lui a dit qu'il voulait écrire ses mémoires. Et le colonel a dit, ok, je vais t'écrire une petite introduction, mais c'était une introduction qui était neutre, il ne parle pas d'OVNI, il ne parle pas d'extraterrestres, il ne parle que de Corso, comment que c'était un bon militaire et autres. Et là, évidemment, le pauvre auteur de cette préface-là s'est retrouvé emboîté, imbriqué dans cette histoire de canular, parce que le livre de Corso a été dénoncé comme étant un épouvantable canular. Et les trois éléments, notamment, que Corso disait qu'on avait récupéré de la technologie extraterrestre, il disait, on avait récupéré le transistor. Le transistor a effectivement apparu en 1947, et là, Corso disait, 47, allumez-vous, 47, Roswell, c'est de là que ça vient. Pas du tout. Si tu fouilles dans les archives, tu vas découvrir que le transistor c'est vrai qu'il a été breveté tel quel en 1947, mais son développement date de 1937, donc 10 ans plus tôt, c'était déjà en développement à la compagnie Bell. Donc, on travaillait sur les lampes, tu as sûrement entendu parler qu'on a déjà eu des télévisions et des radios à lampes. Donc, oui. Donc, Bell travaillait sur les lampes et travaillait à la miniaturisation de ces lampes. Et finalement, on voit que c'est un procédé de longue haleine qui a demandé à peu près 10 ans avant d'arriver au transistor. Il n'y a pas eu, encore une fois, il n'y a pas eu de saut. Ce gap technologique où on pense de la bicyclette à la fusée, c'est pas arrivé. On peut suivre mois après mois, année après année, le développement de ces lampes vers le transistor. Ensuite de ça, Corso dit dans son ouvrage qu'un autre élément qu'on a récupéré de la technologie extraterrestre, ce sont les lunettes à vision nocturne, qu'on appelle les sniper scopes, qu'on utilise, que les tireurs d'élite vont utiliser dans l'obscurité lorsqu'ils sont en mission sur le terrain. Alors que lorsque Corso raconte ça, il nous dit qu'on a récupéré ça encore une fois de la technologie extraterrestre. Pas du tout. La vision nocturne, le fameux noir et vert, ces premières lunettes-là ont été développées durant la Deuxième Guerre mondiale par les Soviétiques à l'époque. C'est même pas du côté des Américains que ça a été développé, c'est du côté des Soviétiques. Donc, encore une fois, si tu fais un peu tes recherches, tu te rends compte que Corso nous a raconté n'importe quoi. Et enfin, le troisième élément principal auquel Corso dit qu'on a récupéré des extraterrestres, c'est le laser. Or, le laser, c'est vrai qu'il a été inventé après l'incident de Roswell. Donc, Corso a le beau jeu pour nous dire que c'est de la technologie extraterrestre qui a permis le développement du laser. Mais il oublie de nous mentionner que le concept du laser, c'est ce qu'on appelle du pompage optique. Et ce pompage optique avait été annoncé en 1917 par Albert Einstein. Donc, tu vois, c'est triste, mais ça fonctionne pas. Donc, tout ce que Corso nous raconte de récupération de technologie extraterrestre, c'est de la foutaise. Et c'est la même chose du côté de Jean-Pierre Petit. Même si il est très volubile, puis il nous parle de tous ces trucs, puis des confidences que des militaires, de l'homme qui a vu l'ours lui a révélé, le plus gros élément auquel
auquel se rattache Jean-Pierre Petit dans son livre OVNI et armes secrètes américaines. Il parle principalement d'un système qu'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Donc, c'est un système d'énergie magnétique qui crée une espèce de vide devant l'objet. Donc, tu t'imagines si un avion qui vole réussit à créer un vide devant lui, ben il se déplace dans le vide, il n'a plus à mettre de l'énergie pour compenser la friction de l'air. Il se déplace dans le vide. Et donc, ce système-là de magnéto-hydrodynamique, c'est un système de propulsion par énergie magnétique. Or, lorsque Jean-Pierre Petit parle de ça, il parle notamment de torpilles qui ont été développées par la DARPA. La DARPA, c'est la Defense Advanced Research Project Agency aux États-Unis. Donc, c'est comme une organisation de développement pour l'armement militaire de très haut niveau. Et donc, la DARPA, en 1999, ont commencé à développer des torpilles qui utilisaient un principe assez semblant, qui n'était pas forcément la MHD, là, la magnéto-hydrodynamique dont parle Jean-Pierre Petit, mais qui est un système qui fait plutôt appel à la supercavitation. Qu'est-ce que c'est que la supercavitation? C'est que la torpille produit devant elle de la chaleur et cette chaleur-là vaporise l'eau qui est devant elle. Donc, la torpille peut aller beaucoup plus vite puisqu'elle n'a pas à subir. Si tu prends, par exemple, un pistolet et tu tires une balle dans l'eau, on voit ça dans les films, là, les gens essaient de nager à travers les balles dans l'eau. C'est bon dans Mission Impossible, mais dans la réalité, si je prenais, par exemple, un pistolet, là, un calibre 45, là, puis tu te plaçais dans l'eau devant moi, là, à 30 pieds, là, puis je tire une balle, la balle se rendra pas. Ah, okay. Tu vois, c'est beau dans les films, mais dans la réalité, là, une balle d'un gros calibre, une carabine, une 303 par exemple, ou un calibre 45, traverse même pas la longueur d'une piscine. C'est pour ça qu'on a besoin, si on lance une torpille, on a besoin de créer cette espèce de vide tant la friction de l'eau ralentit la propulsion de l'objet. Donc, c'est un peu un des éléments forts que propose Jean-Pierre Petit, mais en réalité, ce qu'il raconte là, c'est tout à fait de la foutaise, parce que cette histoire de vaporisation, de propulsion à l'énergie magnétique était déjà, encore une fois, c'est du côté des Soviétiques que les premières bases de ça ont été jetées dans les années 1960. Et à partir de ce moment-là, cette technologie-là a été récupérée par les Américains, donc des phénomènes de vaporisation de l'eau sur le nez de la torpille. C'est un système qui est en marche depuis les années 60. Et encore une fois, on peut suivre l'évolution de ça. Il n'y a pas ce saut que l'on fait là, au moment où on se dit « Oh, la technologie extraterrestre nous est arrivée, on devrait bien voir un saut de technologie. » Ça n'arrive pas. En fait, ça me rappelle un peu cette histoire, on en a parlé ensemble, où on raconte souvent, les extraterrestres sont venus, puis ont aidé à construire les pyramides, puis ont aidé à construire ci ou ça. Souvent, les gens qui tiennent ce discours-là ont tendance à essayer de nous faire croire que la grande pyramide de Khéops, ou Khufu, si tu préfères, sur le plateau de Gizeh, qu'on appelle aussi grande pyramide, qui mesure 147 mètres de haut, on a tendance à nous dire, regardez cette construction-là, c'est les extraterrestres qui ont aidé les Égyptiens à construire ça. On oublie de nous dire que les Égyptiens ne sont pas arrivés avec ce modèle-là en premier. Tu sais, tu comprends-tu? On a 2000 ans de tentatives ratées, là. Tu sais, là, on a fait d'abord, les premiers Égyptiens s'enterraient dans le sol, là, d'une tombe ordinaire. Après ça, ça a été comme une sorte de petit monticule de pierre qui s'appelait mastaba. Si on le traduit en français, mastaba, ça veut dire un banc, donc un banc de roche. Est-ce que en Égypte, c'était à peu près dans les mêmes modèles que les pyramides égyptiennes, là, quand tu parles de pierre puis de... C'est ça. Donc, on faisait un mastaba. Puis après ça, un pharaon plus ambitieux que les autres, un dénommé a dit, gars, moi, on va empiler 2-3 mastabas. Au lieu d'en faire un qu'un, là, c'est comme un jeu de cartes, là, au lieu de faire un qu'un étage, là, mon jeu de cartes, m'en faire 2 ou 3. M'en faire enterrer là-dedans, peut-être plus haut. Puis là, on voit, puis là, après ça, ils ont essayé de faire des pyramides à face lisse. Mais la première pyramide qu'on a tenté de faire, elle s'est effondrée au moment donné, presque au moment où on achevait la pyramide. Le sommet, les pierres de soutènement du haut de la pyramide ont commencé à fissurer. Donc, on a dû la fermer plus rapidement. C'est une pyramide que les gens qui nous écoutent peuvent aller consulter en rentrant dans leur moteur de recherche, pyramide rhomboïdale. Puis là, on va vite voir que, d'ailleurs, la pyramide rhomboïdale a été construite par le père de Khufu, qui a fait construire la grande pyramide, là. Donc, c'était le prédécesseur de Khufu. Il a fait construire une pyramide, la pyramide rhomboïdale. Oui, celle-là est comme imparfaite. Oui, c'est ça. Donc, ce que l'on voit, tout ça, là, sans refaire l'histoire de l'Égypte antique, c'est que les gens qui essaient de nous faire croire que les extraterrestres ont construit ça,
c'est d'essayer de nous dire qu'on est arrivé avec ce modèle final-là. Alors que c'est pas vrai. On voit autant en technologie que dans l'histoire, on voit le cheminement essai-erreur, évolution. Ça ne montre pas l'arrivée d'une technologie soudaine. Tu sais, on n'est pas passé d'une petite cabane en roche, puis soudainement on a bâti la pyramide. Non, ça a été très long, très laborieux. Ça a demandé des siècles d'apprentissage pour arriver à ça. Et donc, ça élimine l'intervention directe d'extraterrestres qui arrivent puis qui nous donnent une nouvelle technologie. Donc, on peut mettre ça de côté. En revanche, puis là, je vois que le temps file, on aurait dû faire une émission de 2 heures là-dessus. On a un gros 5 minutes, Christian. Ouais. Mais en revanche, ce que l'on sait, c'est que c'est vrai que dans l'histoire, les Américains en particulier ont souvent utilisé la question des ovnis pour dissimuler d'autres choses. Par exemple, lorsqu'il y a eu la guerre froide, la guerre froide, c'est grosso modo 1947-1991, au moment où Gorbatchev et Reagan vont signer les ententes. Donc, durant cette période qu'on appelait guerre froide, les Américains ont développé des prototypes d'avions espions, le U-2, le SR-71 Blackbird. C'était des appareils qui se distinguaient par leur vitesse, par leur altitude, des avions conventionnels. Donc, les gens voyaient ces objets-là, contactaient l'armée, contactaient des gens comme le projet Blue Book pour dire « Oh, je crois avoir vu un ovni ». Et le Blue Book, qui rapidement pouvait identifier que ce que le témoin avait vu était probablement un avion U-2 ou un SR-71 Blackbird, on pouvait pas leur dire la vérité, on gardait le secret. On laissait croire. En dessous du tapis, puis on disait « OK, oh ». T'as probablement vu des ovnis, t'as probablement vu des extraterrestres, ça faisait notre affaire. Et à un moment donné même, on a essayé, il existe une véritable soucoupe volante. On a vraiment construit une soucoupe volante. Et les amateurs d'OVNI ont capitalisé là-dessus en disant, regardez, ça doit être inspiré des soucoupes volantes. Pas du tout. La soucoupe volante dont j'ai mis la photo sur le site de Radio X-Files, c'est un prototype qui était un projet qui s'est développé. Il faut se rappeler dans le contexte de l'histoire. Après la guerre de Corée, ça a été la guerre du Vietnam. La guerre de Corée, c'est 1950-1953. Guerre du Vietnam, 1955 à 1975, donc 20 ans. Quelle était la grande problématique des Américains? C'est qu'on pouvait pas faire atterrir des avions dans la jungle. Durant la Deuxième Guerre mondiale, on pouvait toujours utiliser des pistes d'atterrissage en Grande-Bretagne, ou après que la France a été libérée, on pouvait faire atterrir des avions en France. Mais en Corée, puis au Vietnam, on était dans la jungle. Donc, le seul moyen de faire atterrir des véhicules, il fallait d'abord parachuter des soldats. On dégageait des clairières pour permettre à des hélicoptères de se poser. Mais des hélicoptères, c'était excessivement bruyant et ça demandait quand même un espace pour les pales. Donc, au moment où la guerre de Corée se termine en 53, les Américains sont conscients de la problématique et ce qu'ils veulent, c'est développer un engin à décollage vertical. Donc, un avion, comme aujourd'hui, on a des avions capables de faire ça. Je pense, par exemple, à l'avion britannique, le Harrier, peut décoller directement, le sens où, il monte à la verticale. On inverse les propulseurs, il monte à la verticale. Un gros drone. Ouais, c'est ça. Donc, il fonctionne de cette manière-là. Et là, on se dit, c'est extraordinaire. Et comment utiliser le moins d'espace possible? C'est là que l'armée américaine est arrivée avec un projet qu'ils ont appelé Insecte d'argent, le projet Silverbug. Donc, on construisait un engin circulaire, donc il pouvait tourner de tous les bords, tous les côtés, ça n'avait pas d'importance. Et le projet, au départ, puis là, je sais que le temps file, puis il me reste 2 minutes, là? Ouais, 2-3 minutes. 2 minutes. Donc, l'idée, les Américains ont dit, OK, on va construire un engin, rien à voir avec les soucoupes volantes. Même si les soucoupes volantes étaient évoquées dans la presse, c'était pas ça l'idée. Les ingénieurs se sont dit, un engin en forme de disque, s'il tourne, si le cockpit peut tourner, il peut partir de n'importe quel sens. Il pourrait décoller de manière verticale. Donc, le projet Silverbug était de construire un engin en forme de disque à décollage vertical et le projet était très ambitieux. On espérait que ce projet-là, le Silverbug, amènerait à la construction d'un engin qui serait capable de voler 2 fois plus vite que la vitesse du son et capable de voler à une altitude de 25 000 pieds. C'était vraiment comme l'avion du futur. On espérait ça. Finalement, ceux qui ont remporté le contrat, c'est la compagnie canadienne. Ça peut paraître curieux parce que c'est les Américains c'était un projet américain, mais finalement, c'est une compagnie canadienne qui a remporté le contrat, la compagnie Avro. Il faut avouer que du côté des Américains, tous les ingénieurs, toutes les firmes d'ingénierie s'étaient désistées. Eux autres se disaient c'était impossible. Okay. C'était impossible à faire. Mais la compagnie Avro, elle a dit non, nous on pense que nos ingénieurs peuvent régler ces problèmes-là.
Donc, ils ont eu le contrat. L'appareil s'est appelé Avrocar, où son nom officiel, c'était le Avro VZ9V. C'était son nom officiel sur papier. Ils ont donc développé cet engin-là. Et rappelle-toi, hein, l'objectif était de construire un appareil capable de voler à la vitesse, à Mach 2, 2 fois la vitesse du son, et à atteindre une altitude de 25 000 pieds. Le véhicule développé par la compagnie Avro Canada n'a jamais volé à plus d'1 mètre au-dessus des pistes du tarmac, et l'appareil a jamais dépassé 60 km/h. Alors, C'était une grosse turbine qui faisait un bruit épouvantable. Il y avait des problèmes de stabilité qui étaient insurmontables, d'où la raison pourquoi, du côté américain, on s'était désisté. On était bien conscient des problèmes de stabilité d'un engin comme celui-là. Et finalement, on a construit 2 de ces soucoupes et finalement, le projet a été abandonné. On a cessé la construction en 1960 et en 1961, le projet a été définitivement abandonné parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on pourrait sans doute le faire parce qu'on a des ordinateurs capables de calibrer le mouvement. Mais à l'époque, on n'avait pas cette informatique-là. Donc, il fallait vraiment, si tu mettais plus de gaz à droite, il fallait que tu en enlèves à gauche. Ça devenait incontrôlable et finalement, le projet a été abandonné. Et si aujourd'hui, des gens nous parlent de la soucoupe Avro et ils essaient d'associer ça au phénomène des ovnis, c'est absolument faux. L'idée de ce projet-là était simplement de construire des véhicules à développement verticaux. Quant à des endroits comme la zone 51 dont je t'ai parlé, je sais que l'émission est terminée, mais il faut quand même que je te dise que la zone 51 n'est pas un mythe, elle existe pour de vrai. Et si on ne peut pas y aller, et si c'est vrai que c'est un endroit très mystérieux, c'est probablement pas parce que on y travaille sur des soucoupes volantes, mais il faut se rappeler que la base de la zone 51 demeure encore le centre numéro 1 de développement en avionique du ministère de la Défense aux États-Unis. Et c'est là qu'on a mis au point tous les drones que l'on peut voir, notamment qui ont été utilisés durant la guerre du Golfe, qui sont envoyés du côté de l'Ukraine en ce moment, des drones comme les drones Sentinelle, que tu as peut-être déjà vu, qui ressemblent un peu à un avion avec un gros nez, là, une grosse bulle sur le nez. Ouais. Ce sont des drones prédateurs. Et les drones Sentinelle, eux, ressemblent davantage à des petits avions miniatures, un peu comme des pointes de flèche. Donc, ce sont des appareils qui disposent d'une technologie furtive. Ce sont vraiment des drones qui sont très, très high-tech, si tu me permets l'expression anglaise. Mais c'est sûr que dans la zone 51, au moment où on se parle, on est déjà en train de développer la génération des avions et des drones des années 2030. Donc, tu comprends pourquoi c'est un endroit aussi secret, parce que ça fait partie du secret défense. C'est la force même, hein, et le secret, c'est la force de ta force militaire. Et c'est exactement ce que les militaires essaient de préserver dans la zone 51. Et jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de saut technologique qui permettrait de croire d'une façon ou d'une autre qu'à un moment donné ou à un autre, des forces armées américaines ou ailleurs dans le monde aient bénéficié d'une technologie extraterrestre. Quand on fouille, on découvre toujours le développement essai-erreur qui a permis d'arriver aux merveilles technologiques qu'on connaît aujourd'hui. Laissons les choses secrètes pour qu'on crée les plus belles technologies. Il y en a qui vont me trouver poche de dire ça, mais laissons les gens travailler. Ouais. Laissons au génie humain s'exprimer avant de penser que ce sont toujours des extraterrestres qui jouent dans l'ombre. C'est ça. Ben, Christian, merci beaucoup pour l'émission de ce soir. T'as attiré énormément la curiosité des auditeurs avec tes images, tes photos sur notre page Facebook. Alors, ça me fait plaisir. Pour ceux qui vont vouloir réécouter, ça va être au www.radiox.com dans la section Radio X-Files et émissions complètes. Toutes nos émissions sont là depuis le début. En fait, les intégrales sont là. C'est là qu'il faut aller les chercher. Je te souhaite une bonne soirée, Christian. On reprend ça demain. Absolument. Bye Ciao. bye. Radio X-Files. Radio X. Moreau en jazz. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a 12 ans, le kid. De faire il y a 12 ans, celui des burgers. Pas de cornichons dedans. Pourquoi qu'ils mettent dedans? Enlève-les. Enlève-les. Je vais te voir, je te dis, je veux 4 minutes d'hiver, pas de clous. J'en repars, j'en ai. Je fais quoi? Enlève-les. Moreau en jazz. Lundi ou vendredi, 10h. Radio X. Présenté par Planète X.
Vous méritez des soirées signées Planet X. Amour, plaisir, fantaisie, découverte. Trouvez le produit adapté à vos besoins au meilleur prix. Planet X, 6 boutiques pour vous servir. monplanetx.com. Entrepôt GL Québec, ta destination pour les vêtements de travail. Pantalons, couvre-tout, chemises, manteaux et plus à très bon prix. Visite notre page Facebook pour connaître toutes nos promotions. Entrepôt GL au Mégacentre Le Bourgneuf, près du Winners. Ouvert du jeudi au dimanche. entrepôtglquebec.com. Depuis toujours chez Toyota, nous misons sur la qualité. Parce que cette porte-là, il faut la fermer fort 1000 fois. Pas 1000 fois, 1 million de fois. Puis des coups de pied, je vais en donner des millions aussi. Nous misons aussi sur la solidité et la durabilité. La qualité est notre priorité, parce que c'est aussi la vôtre. C'est l'heure Toyota. Découvrez les nouveaux RAV4 2023 chez votre concessionnaire et voyez nos offres sur achetermatoyota.ca. En novembre, c'est le retour de Mon Burger au Cosmos. Le meilleur au monde. Un bon burger de bœuf garni comme on l'aime. Jusqu'au 30 novembre. Venez goûter au burger américain à Jeff dans vos 2 Cosmos. Réservation et détails sur lecosmos.com. Vous avez été blessé dans un accident lors d'un séjour aux États-Unis. Cet accident n'était pas de votre faute. Vous avez droit à des recours et pourriez être indemnisé aux États-Unis. Nancy